bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Point, le dernier de l'année 2016 qui reçoit le directeur général de SNHLM. Tout donc ce soir sur l'habitat social au Sénégal qui reste, vous le savez, une option très marquée du côté des plus hautes autorités du pays. Mamadou Kassé, bonsoir. Bonsoir Ngari. Oui, on l'a dit, vous êtes le directeur général de SNHLM. Merci de venir boucler avec nous l'année pour l'émission Le Point. Merci de me faire l'honneur aujourd'hui de venir boucler ce cycle important dans cette émission très suivie et du reste très sérieuse. Donc je vous en félicite déjà, je remercie les téléspectateurs de nous regarder, mais surtout permettez-moi de m'incliner devant la mémoire d'un homme qui nous a marqué, qui m'a marqué personnellement par sa piété, par sa force, sa sainteté, et dont nous fêtons aujourd'hui le 9e anniversaire de la disparition douloureuse, Serigne Saliou Mbacké. Donc c'est un honneur pour moi, en ce jour particulier, d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Avant d'arriver à la tête de SNHLM, il y a 6 mois, vous étiez conseiller du chef de l'État en charge des questions d'urbanisme et d'habitat, président du conseil de surveillance de l'ANAT. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette société. On peut dire que c'est le profil type de l'emploi. Vous garderez certainement le triomphe modeste. On parle du pôle urbain de Diamniadio, qui a connu son dynamisme pour l'année 2016. En votre qualité de conseiller du chef de l'État en la matière, vous avez vu un peu évoluer ce projet-là. Quelle analyse faites-vous un peu de ce modèle et de cette option qui aujourd'hui est née au Sénégal? Cela traduit tout simplement, Ngari, l'ambition et la vision du président de la République et de la clarté, en tout cas, de sa politique d'urbanisme, d'habitat, mais aussi sa politique d'aménagement du territoire. Parce qu'il faut analyser le pôle urbain au regard de ces 3 éléments. La première, c'est qu'il faut comprendre le pôle urbain comme l'épicentre, ou l'isobarycentre, ou le barycentre d'un triangle, le triangle Dakar-Mbour-Thiès. Et dans ce triangle, effectivement, l'État sénégalais a fait l'option d'ériger des équipements structurants importants pour le devenir de notre économie, donc pour l'émergence. Il y a l'autoroute à péage, il y a l'aéroport international Blaise Diagne, et il y a un ensemble d'autres projets structurants qui animent en fait cet espace-là. Donc Diamniadio est une zone privilégiée où il fallait avoir une ambition justement pour désengorger Dakar. C'est-à-dire Diamniadio doit être un filtre pour Dakar, mais également un espace de respiration. Ce qu'il y a à retenir, c'est surtout la volonté du président, sa volonté ferme d'y aller. Sa foi au bâtiment, au travail bien accompli, mais surtout le respect des standards internationaux en termes d'aménagement. Parce que Diamniadio, cela nous inscrit sur ces standards-là, dans sa vocation et dans ses modèles de construction. Bien entendu, parce qu'en réalité, c'est un modèle économique qui va participer justement à booster la croissance par les emplois qui seront créés, mais aussi par la concordance qu'il y a entre différentes fonctions. La mixité fonctionnelle entre la fonction habitat, la fonction travail et d'autres fonctions encore. Et également ce que ça doit être, c'est-à-dire un hub événementiel avec le CICAD, le Centre international de conférence Abdou Diouf, et les hôtels qui y sont, également les sphères ministérielles, mais aussi le parc industriel, et également son organisation en 4 sphères qui correspondent, en fait, en 4 cadrans qui correspondent à 4 arrondissements. Donc, il y a tous ces aspects-là qui ont été pris en compte, et dans le cadre aussi d'un développement planifié. Vous parlez de mixité fonctionnelle, de mixité sociale, c'est un point qui vous intéresse, parce qu'en votre qualité de directeur général de SNHLM aussi, vous, votre entreprise intervient là-bas. On en revient à la SNHLM, dont vous avez hérité la charge il y a de cela 6 mois. C'est vrai que cette entreprise, c'est une société qui est née depuis 1959, si je ne m'abuse, ça fait plus de 60 ans. Aujourd'hui, est-ce que la SNHLM est restée toujours ce label qu'il était pour vous? Mais bien sûr, bon, c'est un honneur pour nous qui sommes nés des années après de diriger une société qui est bien plus vieille que nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes au service de la nation. Et par la même occasion, je remercie le président de la République pour cette confiance que j'estime être une confiance à la jeunesse de son pays et également une reconnaissance de l'expertise, entre guillemets, parce que nous sommes des apprenants.
nous avons été à ses côtés et nous apprenons en tout cas à servir notre pays. Et c'est une chance pour nous, effectivement, d'avoir été à côté de cet homme multidimensionnel, enfin si près en tout cas, qui a fait tous les rouages. Donc ce que je voudrais dire simplement, c'est que la SNHLM est une société par action de droit privé dont le capital est entièrement détenu par l'État. Et effectivement, la SNHLM est aussi un bras technique sur la politique d'habitat social. Donc par conséquent, c'est un défi, c'est un sacerdoce. Et également, c'est tout un honneur pour nous que de diriger cette société importante du secteur parapublic. On l'a dit, si vous aviez à faire le bilan, l'état des lieux de manière générale de cette société 60 ans après, que diriez-vous? À quelle place vous situez aujourd'hui dans l'exécution de cet ambitieux programme de développement socio-économique? Bon, je peux dire, pouvez mieux faire, mais va mieux faire. Parce que on regarde en fait la SNHLM, on l'analyse en tout cas par rapport à l'avenir, ce que le président voudrait que ça soit. Pour rappel, au Conseil des ministres du 15 janvier 2014, Monsieur le Président de la République, lors de sa communication, en tout cas de ce qui nous a été amené de savoir par rapport au communiqué qui a été rendu public, avait demandé, en tout cas avait instruit le gouvernement de travailler à ce que la SICAP et la SNHLM reviennent à leur mission classique. Mais implicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, peut-être pendant quelques années, ils avaient aussi abandonné carrément leur mission. Ben, il a aussi compris qu'effectivement, il y avait à recadrer cette dynamique d'entente ou d'accompagnement que l'État devrait avoir vis-à-vis, en tout cas, de ces sociétés de promotion immobilière publique. Donc, par conséquent, nous prenons cela au mot et également nous l'inscrivons dans notre feuille de route. Donc, en termes de bilan, oui, la SNHLM a fait beaucoup de choses dans le secteur. Parce que ce n'est pas moins de 50 000 unités résidentielles qui ont été produites par la SNHLM sur l'ensemble du territoire sénégalais. Ce n'est pas rien. En 60 ans, quand même, oui, bon, et les sociétés pionnières, donc, ma foi, c'est aussi un plus pour nous que d'avoir toute cette expérience et toute cette expertise entre nos mains pour pouvoir dérouler quelque chose qui me semble être la politique. C'est un service public d'habitat, je dirais, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que tout le monde, justement, a besoin d'un toit. Et tout le monde a besoin d'un toit décent. Raison pour laquelle nous communiquons sur le toit idéal. Le toit idéal, c'est le bon rapport qualité-prix. D'accord, qualité-prix et surtout au service du Sénégalais dont le revenu n'atteint pas un certain seuil. Le chef d'État vous renvoie à votre vocation première. Est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous plus que jamais inscrit sur cette lancée-là, quand on sait quand même que l'habitat social au Sénégal, finalement, il est de nom? Bon, ça c'est vous qui le dites, hein, parce que, bon, en termes légaux, si on doit analyser, le seul repère que nous avons pour définir l'habitat social, c'est généralement le Code général des impôts, qui définit l'habitat social comme celui dont le prix est égal ou en deçà de 20 millions. Donc, bon, le consommateur me dira tout de suite que 20 millions, c'est quand même déjà assez élevé pour une bourse sénégalaise pour acquérir. Regarde du pouvoir d'achat. Hein, mais néanmoins, il y a le prix, mais il y a aussi le mode d'acquisition du logement. Parce qu'en réalité, si on vous permet, sur la base d'un apport, de pouvoir payer sur 5, 10 ou 15 ans en étant propriétaire, c'est-à-dire dans le cadre de la location-vente, j'estime que le mode d'acquisition va rentrer également dans le critère de détermination de l'habitat social. La deuxième chose, c'est que nous sommes aujourd'hui confrontés, hein, je veux dire, c'est global, dans la région de Dakar, en tout cas, à la raréfaction du foncier. Alors que l'habitat social se détermine sur les 3 F, comme on dit, c'est-à-dire le financement, un financement adapté, une fiscalité elle-même adaptée, mais aussi un foncier assaini. Les 3 F réunis permettent souvent d'agir de manière conséquente sur l'habitat social. Mais ces 3 F, moi, je les associe nécessairement aux 3 T, c'est-à-dire la terre, les taxes et le trésor. Donc, quand on arrive à faire un exercice sur ces 3 points, donc on arrive à pouvoir effectivement agir sur le prix de revient effectivement d'un logement. C'est pourquoi
je dis que nous remercions le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il fallait encadrer cela d'un corpus législatif et de certains textes réglementaires. Bon, je me réjouis, moi, du vote à l'unanimité par les députés de la loi d'orientation sur l'habitat social, qui va permettre de poser des instruments révolutionnaires pour justement ramener les prix à un niveau raisonnable. Et pour vous, ce niveau raisonnable-là, ça doit être combien? Parce que, on l'a dit, le pouvoir d'achat n'est pas assez élevé. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Nous développons la cité des Corosol à Ndiahirat. Sur la cité des Corosol, nous avons un prix en entrée de gamme à 12 millions. Ça me semble déjà raisonnable. Mais en réalité, ça ne peut pas être le grand standing, 4 pièces ou 5 pièces. Mais en même temps qu'on développe cette entrée de gamme qui est modulable et transformable, il y a également d'autres types de chambres-salons, 3 chambres-salons et également un standing beaucoup plus élevé. Et ça varie entre 12 millions et 40 millions. D'accord. On semble viser ici ce qu'on appelle traditionnellement la classe moyenne dans cette option-là. Et pour ceux-là qui ne sont pas dans cette classe moyenne-là. Bon, la classe moyenne en fait partie déjà. Parce qu'effectivement, il y a différents segments. Les gens ne sont pas demandeurs du même produit parce qu'ils n'ont pas la même bourse. Mais ce qu'il faut effectivement saluer, c'est que pour ceux qui ont des revenus irréguliers, parce qu'il y a des citoyens qui ont des revenus, mais qui n'ont pas forcément des revenus réguliers. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un artisan qui peut vendre aujourd'hui sur un volume de 20 000 francs et demain sur un volume de 100 000 francs ou avoir peut-être un chiffre d'affaires 2 mois après de 150 ou de 200 000. Cette personne, on estime qu'elle a un revenu. Mais seulement, son revenu n'est peut-être pas régulier. C'est pour cela que le Fonds de garantie des investissements prioritaires a mis en place, en relation avec notre ministère de tutelle, le ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie, un fonds qui s'appelle le Fonds de garantie du logement, le FOGALOG, qui va permettre justement de garantir ces revenus-là et permettre à ceux-là même d'accéder à un crédit pour avoir une maison. Parce qu'il y a aussi plusieurs procédés pour effectivement être primo ou primo-accédant à la propriété, pour la première fois ou pour la seconde fois. D'accord. Oui, on l'a dit, le président vous demande de répondre à votre vocation qui est de faire du logement social. Vous avez parlé tantôt des 3F et des 3T. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle impulsion-là, vous obtenez tout ça? Vous avez les 3T et les 3F? Mais bien sûr, nous y sommes. Parce que la SNHLM est restée tout de même 12 années sans disposer d'un appui conséquent, d'un accompagnement, en tout cas de l'État. Peut-être que le président aussi... 12 années, c'est quoi? 2000-2012? Mais bon, ça c'est vous qui le dites. Donc comme vous le savez, c'est très bien. Donc ça veut dire que vous fouillez bien vos petits papiers. Bon, moi je vous réponds, oui. Ce que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, à notre plus grand bonheur, l'État nous a octroyé une assiette conséquente dans une zone stratégique de développement. Daga-Kholpa, qui va être non seulement un pôle urbain supplémentaire, mais aussi qui est dans la zone aéroportuaire, la future zone aéroportuaire. Donc, c'est effectivement un premier pas pour jouer sur la cherté du logement. D'accord. Vous dites quelque part que l'un des critères d'appréciation ou de qualification d'une entreprise, une société immobilière, reste la crédibilité. Aujourd'hui, cela semble avoir été entamé au fil des générations pour la SNHLM. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une entreprise qui est redevenue crédible? Bon, moi je pense qu'elle a toujours été crédible. Elle a connu ces zones de turbulence. Bon, maintenant, sa crédibilité. Hein. Bon, moi je ne pense pas que ce soit vraiment sa crédibilité parce que les gens nous font encore confiance. J'en veux pour preuve le nombre de demandeurs de logements et de parcelles qui sont à notre disposition aujourd'hui. Le nombre de sections et de coopératives qui nous font confiance. On parle de crédibilité. Ouais. Quand on a perdu sa crédibilité, ça veut dire que les gens ne viennent pas solliciter un produit chez vous. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis le premier promoteur, la SNHLM, est la première société de promotion qui a des prospects à ce niveau-là. Autant de prospects. Mais est-ce que quand vous livrez 20 000 maisons en 60 ans, vous voulez dire que ça, c'est... Les gens, la confiance y est toujours? Mais bien sûr. Et dites-moi qui a produit cela ici au Sénégal? Mais je vous dirais personne. Donc, nous sommes aussi l'un des leaders dans la production. Donc, pour pouvoir parler, il faut déjà faire mieux que nous. D'accord, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, dans cette assiette foncière-là que vous avez,
comment est-ce que va se passer un peu la priorisation ou bien la répartition des maisons ou des parcelles, quand on sait qu'il y a beaucoup qui s'étaient inscrits déjà, qui attendent. Il y a le cas de ceux qui avaient souscrit à Djaha. Voilà. Comment tout cela va se passer? Bon, voilà. En gros, d'ailleurs, ça nous permettra de comprendre. Parce qu'il y a plusieurs attributaires qui étaient, en tout cas, propriétaires, entre guillemets, d'une parcelle sur Djahaï, qui était un terrain de la SNHLM, que l'État a sollicité pour développer le projet Djahaï et permettre à certaines personnes de la banlieue de sortir des eaux. Mais la perte de cette assiette a entraîné également la perte des parcelles chez les attributaires. Et il y a eu un temps avant que l'État ne compense la SNHLM d'un autre terrain à Diamniadio Sud, donc versant Sendou, 250 hectares, où effectivement il fallait aménager à nouveau, ensuite attribuer. Là, nous sommes en train d'attribuer parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 organes prévus par les textes, les statuts en tout cas de la SNHLM. Il y a la direction générale, bon, le conseil d'administration, le comité de direction et la direction générale. C'est le comité de direction qui est dirigé par le président du conseil d'administration, qui est également président du comité de direction, qui assure les attributions. Actuellement, nous sommes dans le processus d'attribution sur Diamniadio, donc des grandes parcelles. Suivront les petites parcelles et ça nous permettra de régler effectivement une bonne partie, en tout cas, de ces problèmes qui avaient un peu commencé à atteindre justement notre crédibilité. D'accord. Aujourd'hui, il y en a qui mettent aussi en cause le coût. Et au-delà, il y a aussi la question des procédures, hein, que les gens jugent un peu trop compliquées pour l'acquisition d'un terrain, par exemple, ou d'une maison de la SNHLM. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Seulement, nous sommes dans une dynamique de diversifier les produits et également de booster l'offre. Mais pour cela... La diversification des produits, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire aujourd'hui, nous allons verser dans le marché 1000 logements qui vont être construits à Ndiakhirat. La première tranche, c'est 335 logements. C'est-à-dire c'est sur la route de Sangalkam-Lacrose. Donc c'est une zone qui quand même connaît une certaine éclosion parce que tout simplement, il y a le passage de l'autoroute et la proximité du pôle urbain de Diamniadio. Nous avons aujourd'hui l'autre offre qui est également à Diamniadio, mais tout ne se limite pas à Dakar. En dehors des tours, c'est-à-dire des immeubles que nous développons sur Gibraltar et sur Fas, et également le projet sur Padoua, nous avons tout de même des projets régionaux à Ziguinchor, à Ngalel à Saint-Louis, à Kaolack, à Fatick, mais aussi à Sandiara, Sokone et Tambacounda, entre autres. Oui, mais on sait que dans les régions que vous citez, il y a par exemple le cas de Nioro, où il y a aussi aujourd'hui des maisons qui sont en souffrance, hein, faute d'occupants. Mais elles ne sont pas en souffrance, contrairement à ce qu'on dit. Pas du coût, c'est un coût élevé qui ne permet pas à ces enseignants, ou peut-être qui les occupent. Je vais vous dire, les maisons de Nioro ne sont pas en souffrance. Mais pourquoi elles sont pas... Certaines ont été vendues donc, dans le cadre de la location-vente, donc il y a des loyers qui sont encaissés, mais les autres sont dans le patrimoine de la société et sont loués en location simple. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des maisons en souffrance dans une région du Sénégal? Nous n'avons quasiment rien d'immobilisé. Et les maisons à vendre, il y en a? Actuellement, nous commercialisons les produits qui sont en cours de réalisation, notamment sur le projet HLM Kenya. Nous sommes à un bon taux de commercialisation. Nous allons démarrer Fatick parce que déjà le 15 janvier, nous allons réceptionner les logements témoins de l'extension HLM de Fatick et nous allons y réaliser 50 logements par la suite. Là aussi, la demande est là, mais nous devons nous présenter devant le conseil d'administration pour déterminer déjà les prix et passer à la commercialisation par anticipation. Nous avons commercialisé totalement et entièrement le programme de Bongré à Kaolack. Et nous sommes en train de structurer le projet de Ngalel à Saint-Louis. Actuellement, nous finissons l'aménagement du terrain à Kébémer, qui sera aussi commercialisé dans les mêmes termes que nous commercialisons, par exemple, l'espace de Silmang à Thiès. Donc, ma foi, je pense que nous devons certes booster, changer de paradigme, nous devons changer notre manière de faire, nous devons communiquer
davantage pour que les Sénégalais comprennent et sachent exactement où est-ce qu'on leur propose des produits, mais nous sommes une société en marche et nous développons. D'accord. Et vous travaillez beaucoup avec les banques, on le sait aussi, qui mettent une pression forte sur le pouvoir d'achat et le salaire des Sénégalais dans le cadre de l'habitat social. Ça aussi, c'est... Vous savez, la promotion immobilière va avec les institutions financières. C'est-à-dire autant chez les promoteurs que chez les acquéreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelquefois même, un crédit promoteur peut être adossé aussi à un crédit acquéreur. Donc tout dépend de ce qu'on a négocié avec les banques. Mais nous, notre partenaire classique, traditionnel, c'est la Banque de l'Habitat du Sénégal. Nous avons beaucoup réalisé avec elle. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est notre seul partenaire. Nous avons également toutes les institutions financières qui nous sollicitent pour nous accompagner dans le cadre justement de développement de projets immobiliers. Mais bon, avec les taux qui sont pratiqués, il est évident que nous espérons, en tout cas dans le cadre du contrat de performance que nous souhaitons signer avec l'État, avoir des possibilités d'accompagnement qui vont permettre à certaines couches de la population aussi d'accéder à un très bon prix à des logements décents. Ouais. Cela se fait dans un contexte de concurrence à laquelle vous allez devoir faire face dans cette nouvelle impulsion. Quelles sont aujourd'hui vos chances de percer dans ce... Bon, nos chances sont intactes et elles sont entières. Parce que bon, c'est vrai que nous sommes dans un secteur concurrentiel. Mais quand au regard des objectifs qui sont fixés par le PSE, les objectifs sont énormes, l'ambition est grande. Et cette ambition ne peut pas être menée exclusivement par les sociétés publiques, par la SICAP et la SNHLM. Donc le président, dans son discours, si on le décortique, il le dit très très bien, nous devons mobiliser autant l'effort public que l'effort privé pour atteindre nos objectifs. Donc chacun y a sa place. Mais seulement, bon, nous avons l'avantage d'être du côté de l'État, mais quelquefois aussi, dans le marché concurrentiel, nous traînons quelques lourdeurs liées peut-être à notre système de passation de marché et autres, mais ça ne nous empêche pas de dérouler et de développer. Développer, dérouler, mais ça reste quand même une contrainte à partir du moment où vos concurrents qui restent être des privés ne sont pas soumis aux règles de la DCMP. Bon, peut-être qu'on a l'avantage d'être parti beaucoup plus tôt que les autres, donc on peut avoir l'avantage d'être un peu plus lent. Est-ce que dans le cadre du contrat de performance, ne craignez-vous pas que cela constitue un obstacle? Non, moi je pense que des objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une période charnière où on a effectivement le plan Sénégal émergent, qui est l'unique référentiel des politiques publiques. Ouais. Donc une gestion axée sur les résultats, des objectifs clairement déterminés, mais aussi un cadre qui va nous permettre de nous exprimer. Je veux dire, aujourd'hui, on vient d'avoir l'approbation de notre plan stratégique de développement par le conseil d'administration. Et dans ce plan stratégique, 2017-2021, nous nous sommes fixés des objectifs. Et l'État a décidé de nous accompagner dans le cadre d'un contrat de performance adossé à ce plan stratégique que nous allons certainement signer dans le premier trimestre, donc 2017. Mais dans ce contrat de performance, nous nous engageons dans le cadre du PSE, mais l'État s'engage également à nous accompagner, surtout sur les aménagements hors site, qui sont des coûts énormes que nous supportons et que nous sommes obligés quelquefois de défalquer sur le prix, et ce qui joue en fait dans la cherté du prix à la sortie. Diamniadio, par exemple, hein, on met en cause aussi l'état du sol qui impacte sur le prix. Non? Oui, bon, moi, vous savez, moi, je ne crois pas au sol indomptable. Moi, je crois qu'il y a des niveaux de complexité pour les sols qui sont différents d'un espace à l'autre. Mais bon, il y en a qui remblent sur la mer et qui construisent. Il y en a qui construisent dans des zones où il y a des chocs de plaques tectoniques. Et on arrive à dompter. Il y a d'autres qui construisent dans le désert. Ce qu'il y a aujourd'hui de plus déterminant en Afrique, ce sont les pyramides qui sont construites dans un désert. Bon, ma foi... Tout est question d'ingéniosité et de volonté. Et d'ingénierie surtout. Parce qu'aujourd'hui, le modèle économique qui est développé sur Diamniadio permet justement de rentabiliser tout ce qui a été mis dans le sol avec, souvent, vous l'avez vu, hein, c'est des
des fondations en micropieux et également des fondations en colonnes ballastées et autres. Bon, ça veut dire qu'effectivement, la technicité, elle est là. Vous avez vu le volume de béton, effectivement, qui avait été pompé ou injecté, en tout cas, dans certains projets. Mais ça veut dire que ça tient. Vos rapports avec les promoteurs privés, on sait que vous ne disposez pas de tout ce dont vous avez besoin dans le cadre de l'exécution de votre mission de service public de l'habitat et du logement. C'est quoi aujourd'hui vos rapports avec les sociétés immobilières privées? Bon, mais c'est à l'image de ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons d'excellents rapports parce que dans ce secteur, il y a assez de potentialité. Et tous les acteurs peuvent y trouver leur compte. Et d'ailleurs, il y a des exemples de partenariats public-privé entre nous-mêmes et des sociétés privées. Aujourd'hui, il y a des sociétés privées avec lesquelles nous avons signé des partenariats pour permettre à des sections entières de demandeurs de parcelles ou de logements, justement, d'être servis. Donc, par conséquent, j'estime que ces initiatives doivent être davantage développées parce que nous avons la possibilité, effectivement, parce que nous aimons notre pays. Nous estimons que dans un élan patriotique, nous pouvons faire de grandes choses ensemble au regard de l'ambition que détermine le PSE. Et au regard de votre expertise et de votre expérience aussi, vous pouvez aller jusqu'à proposer des services dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, par exemple, la maîtrise d'ouvrage pour ces sociétés privées. Le montage dont je vous parlais tout à l'heure était fait avec un opérateur privé et effectivement où nous étions maîtres d'ouvrage délégués. Et c'est ce qui d'ailleurs me réconforte dans la position que je vous disais tout à l'heure, que nous sommes crédibles. C'est-à-dire que ce sont les associations d'acquéreurs elles-mêmes qui avaient demandé à ce que la SNHLM vienne les accompagner en tant que MOD. Donc, ma foi, ça veut dire aussi que les Sénégalais nous font confiance et ça, c'est un élément important, en tout cas, dans notre secteur. D'accord. Vous êtes dans une nouvelle dynamique. 2017 s'annonce certainement pour vous sous les meilleures perspectives. Tout cela... la place de la qualité dans ce que vous allez faire désormais et ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on a quand même l'exemple des immeubles des maristes qui ont cédé au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé et où en êtes-vous avec cette question aujourd'hui? Bon, c'est un problème douloureux auquel nous faisons face, mais de manière inclusive. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà eu une première dynamique, la dynamique... effectivement, d'évacuation de certains immeubles. Et 7 immeubles ont été déjà évacués et toutes ces personnes-là sont actuellement prises en charge par la SNHLM. Et nous ambitionnons justement d'aller plus loin avec l'accompagnement de l'État, mais aussi en parfaite cohésion avec l'association des acquéreurs. Et nous nous voyons régulièrement. Nous avons notre protocole d'accord, nous travaillons ensemble pour trouver effectivement l'issue la plus heureuse à cette question qui est finalement l'épine dans le pied. Parce qu'effectivement, je veux dire, notre fierté, c'est Gibraltar, notre fierté, c'est toutes les cités HLM que nous avons construites à travers le Sénégal. Mais bon, hélas, c'est un peu ça. Peut-être que notre fierté sera justement de trouver la solution pour Mariste. Oui, mais c'est quand vous aurez déguerpi tout le monde et reconstruire, non? Bon, moi je ne peux pas... Ici, ce n'est pas la place la plus adaptée pour effectivement s'exprimer sur cette question, dans le sens où, en toute responsabilité, effectivement, nous entretenons avec l'association des acquéreurs et que nous essayons ensemble de trouver les voies et moyens d'avoir une issue heureuse sur cette question. Et pour le squat qui s'y fait, parce qu'il y a quand même un retour progressif des anciens déguerpis. Non, il n'y a pas de retour progressif. Ces immeubles ont été évacués et régulièrement, donc nous y allons pour effectivement voir quel est l'état effectivement de ces immeubles qui, normalement, devraient être démolis. Merci beaucoup. Mais de rien, en tout cas, ça a été un plaisir. Merci, M. Kassé. Le point ce soir est fini. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres durant toute cette année. Bonne fin de soirée à vous et merci de rester fidèle au programme de la Radio-Télévision nationale.